Bonsoir Émilie. Bonsoir Faxel Forgon, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre dernier rendez-vous de la semaine sur Monaco Info, le best-of, pour voir ou revoir les meilleurs extraits des invités que nous avons reçus dans nos différents JT depuis lundi. Nous aurons évoqué notamment le gala de la Croix-Rouge monégasque avec Robbie Williams en guest star, la journée mondiale de prévention de la noyade ou encore les concerts d'été au Palais Princier. Nous avons également fait le point sur les ressources en eau de la Principauté et sur l'effort collectif mené dans le pays pour les préserver. Les journées mondiales de la jeunesse au Portugal, où une centaine de jeunes monégasques participent, auront aussi été évoquées sur notre antenne. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Benoît Billon. Il y a deux aspects sur le gala. Un, je dirais, c'est la notoriété de la Croix-Rouge monégasque. On a certainement le plus beau, je suis un peu chauvin, mais le plus beau gala des Croix-Rouges au niveau global. Et toutes les Croix-Rouges viennent prendre exemple sur ce qu'on fait. Et le deuxième intérêt pour la Croix-Rouge monégasque, c'est très clairement financier, puisque c'est à peu près 30 à 50% des dons annuels qui sont collectés pendant cette soirée. Les dossiers pour la Croix-Rouge monégasque, ils changent, je dirais pas. Heureusement, le Covid est derrière nous, donc maintenant c'est plus du social, c'est aussi le secourisme, c'est aussi la formation en principauté. Le nouveau dossier pour nous, c'est vraiment la question de la migration qui continue, et notamment les migrants mineurs isolés. On est très actifs sur ces thématiques, que ce soit en France, mais aussi en Italie. En termes de surveillance, il est vrai que quand on surveille ses enfants ou les enfants des autres pendant de très longues heures, à un moment, on veut un petit moment de repos. Et généralement, c'est ce moment de repos qui devient un moment d'inattention et qui laisse une opportunité éventuelle à l'enfant de faire quelque chose qu'il ne devrait pas faire sans notre surveillance. Et c'est là où il y a un drame qui peut survenir. Eh bien, en réalité, on a l'impression et on croit que la mer c'est dangereux et la piscine c'est super sécurisé. Ce qui n'est pas le cas en fait. Déjà, on coule beaucoup plus dans de l'eau douce et effectivement, comme on a l'impression qu'on est dans un milieu plutôt clos, on va avoir un peu moins d'attention ou beaucoup plus d'inattention. C'est exactement la même chose dans les rivières, surtout les petits lacs où on se dit non, finalement c'est relativement calme, on entend les cigales, on est au milieu de la nature, on ne s'attend pas à ce que ça puisse être aussi dangereux. Chaque semaine, nous avons plus de 60 enfants du lundi au vendredi en stage chez nous pendant 10 semaines. Ces enfants font ce qu'on appelle du multi-activité, aussi bien de la plongée, de la randonnée palmée, de la plongée libre, du sauvetage aquatique, du saut de bateau, du matelotage et ainsi de suite. Et tout est orienté sur la notion de binôme. On n'est jamais seul, on est toujours plusieurs et on fonctionne tous les uns avec les autres, les uns pour les autres. Un peu comme les mousquetaires, on devient les mousquemères. Le plus important, c'est de donner des outils aux enfants, de leur apprendre à les utiliser et leur permettre à eux-mêmes de fabriquer leur propre chef-d'œuvre. À Mi-Paco, on tire des enseignements très positifs. On note le retour de beaucoup d'Américains et ça reste une clientèle très agréable à travailler. Je pense que le Larvoto a essentiellement une clientèle locale. Ensuite vient se greffer le tourisme estival et oui, cette année on a noté beaucoup plus de personnes venant des États-Unis. Certainement que les efforts de la direction du tourisme ou des choses comme ça ont fait qu'on est devenu une destination plus attractive pour les USA et il y a eu ensuite, de ce que nous disent les clients, beaucoup de vols qui ont été rajoutés à destination de Nice. Alors il n'est pas question de faire de répétitions en journée parce que ne serait-ce que pour les musiciens, c'est la température ou le soleil, ça serait vraiment des conditions très difficiles. Et même pour les instruments, c'est-à-dire tout ce qui est lutherie est très sensible à l'exposition au soleil, donc nous ne pouvons pas faire de répétitions en journée. Les répétitions générales ont lieu le soir, juste la veille du concert. Les musiciens connaissent assez bien la cour d'honneur du Palais puisqu'ils jouent chaque été. Mais il est vrai que les conditions climatiques, les aléas peuvent leur jouer des tours, hein, puisque la chaleur ou l'humidité par exemple est très délicate à gérer pour les musiciens. Et parfois ils sont aussi à faire face à des bourrasques de vent qui malmènent les pupitres et font s'envoler des partitions. Donc là, ce sont des choses auxquelles ils doivent s'adapter, mais ils connaissent bien le lieu, donc ça ne pose pas trop de problèmes pour eux. C'est de constater qu'effectivement, il y a une adhésion en fait, globale des gens, des populations et des actifs et des professionnels de la principauté, puisque sans cet effort généralisé, on ne constaterait pas de baisse significative. 6%, c'est effectivement important.
J'ajouterais que c'est presque même 8%, puisque le début d'année, avant les restrictions, on était plutôt sur une avance de 2% par rapport à 2022, et on est passé à 6% en dessous de 2022. Donc on a un différentiel de 8%, ce qui est quand même considérable, avec des pointes parfois, suivant les semaines, à moins 10%, ce qui est vraiment important, et ça continue même dans la canicule qu'on connaît depuis quelques semaines. L'avenir, si l'on en croit les perspectives énoncées par le GIEC et le changement climatique en cours, ne sont pas très réjouissantes. C'est la raison pour laquelle s'inscrire dans la durée sur un changement de mode de consommation de l'eau, ça me semble de bonne loi et important pour l'avenir, pour conserver un développement durable, un certain confort lié à l'usage de l'eau et poursuivre notre vie telle qu'on l'a connue jusqu'à présent sans avoir à se faire harakiri entre guillemets par rapport aux consommations d'eau. Cette exposition, c'est le résultat d'un travail sur le long terme où on a réalisé des expéditions aussi bien en Antarctique qu'en Arctique lors de ces dernières années. On a été faire de la plongée sous-marine sous les glaces, donc ça demande une grosse préparation en amont. Ce sont des plongées qui sont assez engagées, assez extrêmes. C'est un petit peu comme toutes les expéditions, hein, sauf que là il y a une particularité, c'est le froid, donc il a fallu qu'on s'adapte au froid. Alors on était très bien équipés avec un équipement spécial, et puis les zones d'accès aussi sont assez compliquées. Après, vous savez, quand on est dans l'eau, quand on est face à cette biodiversité, il y a un tel émerveillement qu'on oublie un petit peu toutes ces préparations, ces galères, et on essaie voilà, de saisir les instants pour amener les plus belles images possibles. Pendant 5 années consécutives, avec mes camarades, avec l'équipe Gombessa, on est venu chaque année pour être aux premières loges de ce spectacle qui donne une seule représentation une fois par an et qui est très court. Et voilà, le hasard de cette restitution a fait que le nuage d'œufs des Mérous avait une forme de point d'interrogation. Et dans ce point d'interrogation, j'y voyais une belle symbolique. D'abord, la probabilité, la question de la survie de cette larve, parce qu'on sait que seulement un œuf sur 1 million donnera un poisson adulte qui viendra à son tour se reproduire ici. Et puis, d'une manière générale, ce point d'interrogation, c'est l'avenir de la biodiversité en général dans le monde. Voilà. Je pense que de trouver tous ces jeunes autour de soi et tous ces jeunes qui montrent une foi simple, joyeuse, souriante, ça crie de tous les côtés. Chaque fois que les groupes se croisent, ça hurle, ça chante. Et d'avoir ça, et d'avoir cette émotion, et même moi, me met en émotion de voir ces jeunes qui finalement sourient et arrivent à avoir bien une approche de la foi qui est complètement différente de ce qu'on peut vivre chez nous. Peut-être on a cette image d'une église qui est un peu vieillissante, et là, ça leur montre et ça leur donne une force énorme parce qu'ils vont revenir à Monaco en se disant ben voilà, on a autour de nous des jeunes, et dans le monde il y a des jeunes qui ont envie aussi de vivre Jésus de manière simple et de manière complètement ouverte dans la joie, et ça c'est vraiment important. Les Journées mondiales de la jeunesse débutent mardi 1er août à Lisbonne, au Portugal. Nous suivrons la participation d'une centaine de jeunes de la Principauté à ce rendez-vous, où près d'1,5 million de fidèles sont attendus. Le best-of est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec le flashback de la semaine proposé par Jordan Basset et Florence Amut. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.